Question de Mariano. Quel est votre top 3 des joueurs de Ligue 1 qui ont véritablement le niveau pour jouer au PSG et qui sont en mesure de faire face à l'exposition médiatique et à la pression autour de ce club? Je pense que Chevalier a le niveau pour jouer au PSG. Je pense qu'André Santos a le niveau pour jouer au PSG. Je pense qu'il y a des joueurs de Marseille qui ont le niveau pour jouer au PSG parce que la pression, elle est finalement assez comparable entre les deux clubs. Je pense que, bon, évidemment, Adrien Rabiot ou un Højbjerg, voire un Greenwood pourrait effectivement jouer au PSG. 16 Art me dit, je pense que c'est une vanne avec César. Ne penses-tu pas que le Paris FC se voit déjà en Ligue 1 alors que les équipes comme Lorient ou le FC Metz avec Stéphane Le Mignan sont les mieux placées pour la montée au vu du style de jeu proposé? Alors, je vois vraiment pas où est-ce que tu as été pêché que le PFC se voyait déjà en Ligue 1. Voilà, le club, il a été racheté par Antoine Arnaud. Antoine Arnaud va au match. Je n'ai lu aucune déclaration où ça fanfaronne. J'ai vu aucune prise de position. Je suis même, pour l'instant, assez étonné de ce mercato d'hiver. Je pensais justement que pour assurer une place en Ligue 1, ils allaient renforcer l'équipe de façon conséquente. Bon, là, ils ont pris que 2 semaines à Reims, qui n'est pas forcément un renfort d'ailleurs. Donc voilà, je suis assez étonné du faible recrutement du club. Je pense au contraire que le PFC prend son temps et qu'ils ne font pas de la montée en Ligue 1 un objectif vital cette année. PA me dit, commences-tu à apprécier Rosenior, qui a encore une fois été bon tactiquement face à Lille? Certes, les joueurs ont fait le job, mais je trouve que contrairement à d'autres entraîneurs de Ligue 1, il sait remettre en question son plan de jeu. Qu'en penses-tu? Je pense que Liam Rosenior progresse. Parce qu'au début de la saison, je le trouvais très frileux dans son coaching en cours de match. Que ça a d'ailleurs coûté des points à l'équipe parce que il a, par exemple, quand tu mènes 3-1 à Lyon, il fait pas rentrer de muscle au milieu et l'équipe prend le bouillon parce que Lyon fait rentrer des attaquants. Et c'est quelque chose que Rosenior a su corriger au fil des matchs. D'abord, il a trouvé une charnière centrale plus performante avec Sarr et Doucouré et l'arrivée de très étonnants Irlandais dont j'ai toujours pas intégré le nom, Olio Mbidele, un truc comme ça là, qui a fait une entrée assez extraordinaire contre Lille en charnière. Faut savoir qu'avant c'était Sceaux et Sylla la charnière. Sceaux est prêté à Nantes, où il a d'ailleurs fait un assez bon match contre Lyon. Et Sylla va peut-être être prêté lui aussi. Il y a ça, et puis il y a eu la blessure d'Emega qui a plombé l'équipe, franchement, le retour d'Emega qui fait ça. Et puis effectivement, il commence effectivement à faire un coaching. Et là, effectivement, contre Lille, il a fait un coaching extraordinaire à la mi-temps, en sortant Nanasi qui était en plus malade, pour changer Morera, le mettre côté droit, faire monter Diarra. Ça a été un coaching vraiment gagnant. Fred Lichtel me dit, c'était l'anniversaire de Monsieur Tapi. À l'époque de l'affaire VAOM, était-ce une surprise pour vous? Alors non, c'était pas une surprise pour moi, parce que j'ai su, le soir même, qu'il y avait eu un problème dans le vestiaire marseillais à Valenciennes, parce que j'ai un joueur qui m'a appelé de Valenciennes après le match, et qui me dit mais Pierrot, Glassman et Edli, ils ont joué ensemble? Et je dis oui, ils ont joué ensemble à Tours. Elle me dit ah c'est pour ça. Il me dit Tapi a déboulé dans le vestiaire absolument furieux et a chopé Edli par le comeback et a dit dis donc, je croyais que ton pote c'était une tombe et il est en train de tout balancer à la presse. Donc j'ai su effectivement presque tout de suite que c'était grave. Ça sert pas à grand chose de remettre cette affaire sur le tapis puisque l'OM a été lourdement sanctionné avec une rétrogradation en Ligue 2, la privation de son titre de champion, qui pour le coup a été sans effet puisque PSG a eu l'élégance de ne pas le réclamer. Mais voilà, je veux dire, voilà, il y a eu une faute de commise, le club a été sanctionné, on va pas en faire une thèse non plus, quoi. Gengis Arruda me dit, le témoignage poignant de Charles Bélietry n'a pas dû vous laisser insensible. Avez-vous une opinion sur la loi de fin de vie? Je transmets tout mon courage à Charles et à ses proches.
C'était une interview absolument bouleversante. C'est curieux parce que finalement j'ai aujourd'hui la même relation avec Charles qu'avec Bernard Tapie quand Bernard était malade. On échange des SMS avec Charles. C'est d'ailleurs souvent lui qui me contacte parce que moi c'est vrai que j'ose pas trop lui écrire parce que je sais pas trop dans quel état il est. Je sais qu'un des derniers échanges par SMS, il m'a dit j'ai tenu jusqu'aux Jeux Olympiques, maintenant je voudrais tenir jusqu'à Noël. Les deux sont passés et Charles est encore toujours là. Et effectivement, on a pu voir dans l'interview de Crespo-Mara il ne pouvait plus parler. Mais je trouve que même pour son âge, 81 ans, il est bien physiquement. Je dirais, il n'est pas méconnaissable, il n'est pas ravagé par la maladie. Il a un bon sourire. J'ai jamais travaillé avec lui puisque quand je suis arrivé à Canal, il était déjà parti à Bide. Évidemment, comme tous les journalistes, j'ai eu une admiration folle pour ce qu'il était. La dernière fois qu'on s'est vu visuellement, c'était à La Baule pour un match amical du FC Nantes qu'on avait regardé tous les deux sur le banc de touche. Il avait du mal à marcher. Alors je ne sais pas si il ne me l'avait pas dit ou si il n'avait pas encore décelé la maladie à l'époque. C'est quelqu'un auquel je suis profondément attaché. Je suis pas très loin de lui, hein. Il est à Vannes, je suis à La Baule. Mais j'avoue, vous savez, moi je suis beaucoup plus sensible que j'en ai l'air. Et je suis pas certain d'avoir le courage de pouvoir aller le voir et de pas craquer devant lui. Je pense que il a besoin de tout sauf de ça. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit dans le SMS que je lui ai envoyé hier après l'émission. Je l'aime vraiment. J'ai beaucoup d'amour pour lui et je lui souhaite la fin la plus paisible qui soit entouré des siens. Alors, question de Thibaut Grenier. D'abord, félicitations pour tes faces à Pierrot, c'est mon plaisir du lundi. Peux-tu nous expliquer en détail les coulisses, une journée type le lundi, comment tu sélectionnes les questions, le tournage, le montage et la mise en ligne? Bon, maintenant, là, je dépasse allègrement les 350 questions tous les week-ends. Elles arrivent par 3 canaux, par X, par Facebook et par YouTube. Donc en fait, je me réveille vers 8h30, 9h le lundi, je suis dans mon lit et je sélectionne les questions. Alors évidemment, il y a des questions, là, comme je vous dis, là j'ai eu à peu près une trentaine de questions sur le fait qu'Abid Diarra ait pris le micro à Strasbourg pour les supporters et tout. Après, je me mets devant mon téléphone et puis je registre mes questions et j'envoie tout ça à Emmanuel Boquet qui fait le montage et qui met en ligne parce que malheureusement, en tant que vieille personne, je suis incapable de faire ça. Et voilà, c'est pas non plus extraordinairement compliqué à faire. Genji Sarouda me dit, parmi la longue liste des villes que vous avez visitées, quelles sont vos préférées? Oh, il y en a beaucoup, hein. Évidemment Londres, parce que c'est une ville que je connais très bien. New York, j'ai adoré. Istanbul, c'est fascinant. Vienne, c'est très beau. Il y a plein de villes très belles en France, hein. Enfin en Europe plus exactement. Donc, et puis je suis bien content d'avoir pu en profiter tant que j'étais en état physique de le faire. Thibaut Grenier me dit, que penses-tu de cette mode des célébrités qui annoncent quitter X? Pense-t-il sincèrement que quelqu'un en a quelque chose à faire? C'est vrai que quand je vois Marianne James parler de chacal et enfin, voilà, quoi. C'est vrai que je pense que Marianne James quitte X, tout le monde s'en contrefout. Nagui, pareil. Après, que certains journaux quittent X et tout. Moi, encore une fois, on me parle de l'algorithme d'X qui serait très nettement orienté extrême droite. J'avoue que je reçois toujours autant de messages d'Ercilia Soudet, de Louis Boyard, quelques autres. Donc, est-ce que c'est moi qui ai constitué cet algorithme? J'avoue que j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, pour moi, dans mon algorithme Pierre Ménès, l'extrême gauche est très présente et ça me gêne pas parce que finalement chacun voit ce qu'il veut dans les réactions des messages. Moi, je sais que quand il a pu m'arriver par exemple de m'insurger contre la banderole du CUP Free Palestine. Enfin, encore une fois, je me suis pas insurgé sur le fait qu'il fasse
une banderole Free Palestine. Je me suis insurgé contre son contenu, qu'Israël soit rayé de la carte, qu'il y a un mec camouflé avec une mitraillette. Quand tu fais un message de paix, tu mets pas un mec avec une mitraillette, avec le visage masqué. Bref, j'ai eu plein de messages d'insultes, et de personnes de confession musulmane qui me reprochaient de ne pas défendre cette prise de position du CUP. Donc voilà, moi j'accepte le débat. En même temps, moi je suis sur X pour parler de foot. J'ai 2,5 millions d'abonnés, même si effectivement mon nombre d'abonnés décroît un petit peu régulièrement. Mais bon, c'est pas très grave, d'abord parce que c'est normal, je suis moins exposé médiatiquement que j'ai pu l'être. Le fait d'avoir 2,5 millions de gens me permet de m'exprimer auprès de beaucoup de monde, et je sais pas combien il y avait de gens qui suivaient Marianne James, mais enfin, voilà, je pense que c'est pas exactement le même combat, quoi, ni le même délire.